Bonjour et bienvenue dans Images de Science. Alors, on est au Diapason à Rennes pour cette émission spéciale consacrée à l'inattendu en sciences, en partenariat avec l'Université de Rennes. Qui n'a jamais rêvé d'être une exploratrice ou un explorateur qui s'aventure dans des territoires nouveaux? Qui n'a jamais voulu goûter à ce sentiment du frisson de l'inconnu? Eh bien, aujourd'hui, on va découvrir que s'aventurer dans l'inconnu, ça nécessite peut-être pas de partir au bout de l'univers. Non, il suffirait peut-être simplement d'oser faire de la recherche scientifique. Et oui, la recherche scientifique, c'est comme une exploration. On part avec une carte, mais bien souvent, le chemin nous mène ailleurs. Et les sujets d'aujourd'hui en seront de très bons exemples. Alors, quoi de mieux pour affronter l'inattendu que d'être bien accompagné? C'est pour ça qu'on va vous proposer d'avoir des guides aujourd'hui. Et ces guides, ce sont des chercheuses et des chercheurs qui nous emmèneront découvrir comment eux, ils ont traversé l'inattendu. Qui dit voyage en eau trouble dit bonne préparation. Et pour cela, il nous faut une méthode. C'est la méthode scientifique que nos invités vont nous partager précieusement. Et oui, et parce que l'inattendu se glisse partout, eh bien, on a décidé de se prêter un peu au jeu. Et oui, vous êtes un peu chanceux quand même, parce que pour une fois, ce n'est pas nous qui allons décider le déroulé de cette émission. Ça va bien être vous. En fait, vous allez pouvoir influencer le déroulé de l'émission. Vous voyez ces petits papiers bleus et rouges que vous avez ? Eh bien, gardez-les près de vous. On va s'en servir pour vous poser des questions et vous faire choisir la suite de l'émission. Et alors, du coup, on va tout de suite commencer puisqu'on va vous donner les rênes du premier sujet de cette émission. Vous allez avoir deux options de ce que vous avez envie d'écouter en premier. Soit du côté bleu, le secret caché entre les étoiles, soit le côté rouge, le pouvoir invisible de la lumière. À vos cartons, votez. Ah ouais, non mais là c'est du bleu partout. Du bleu partout, là il y a un mix. Bon, très bien. Partons dans l'espace. C'est un peu le rêve de tous les explorateurs. Un immense vide dans lequel on ne peut qu'être surpris. Et oui, mais en même temps, on vous rassure, on va quand même garder les pieds sur terre, puisqu'on va vous inviter à accueillir notre premier chercheur sur scène. C'est Robert Georges. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Et on vous propose de regarder un petit clip en attendant. Oh là 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 là! Robert, bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Rennes et chercheur à l'Institut de physique de Rennes. Tout à fait, bonjour. D'abord, on s'est infiltré dans votre laboratoire et entre deux discussions, on est tombé sur cette photo. Regardez. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui c'est? C'est une astrophysicienne qui est la première à avoir découvert dans le milieu interstellaire. Donc, milieu interstellaire, c'est le milieu entre les étoiles, où il y a des nuages qui sont composés de molécules. Et en observant ces nuages, elle a observé des absorptions de la lumière, des signatures, donc des raies d'absorption, qui sont à l'heure actuelle toujours non résolues. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelles sont les molécules qui sont à l'origine de ces raies. Voilà, donc c'est un mystère entier, un petit peu dévoilé par certains depuis quelques années. Mais voilà, donc ça fait plus de 100 ans là maintenant qu'on se demande quelles sont les molécules qui sont à l'origine de cette signature infrarouge et visible. Et vous, pour cela, vous étudiez ce qu'on appelle les DIBS, c'est ça? C'est quoi? Alors, les DIBS, c'est exactement le nom qu'on a donné à ces absorptions. Alors, c'est un mot anglais qui veut dire bande interstellaire diffuse. Donc, on les voit ici. Voilà. Ouais. Donc, chaque petite raie correspond à une molécule donnée. Et on ne sait pas laquelle. Voilà. Donc, en anglais, on dit diffuse interstellar bands. Et tout le monde dit DIBS pour dire que voilà, on est tous à la recherche de savoir qu'est-ce qu'il y a là derrière. Et alors, comment on observe cela, justement? Comment vous faites? On observe ça avec des télescopes spatiaux. Ouais. Ou avec des télescopes terrestres, comme l'a fait Marie-Léa Egger. Et donc, voilà, donc on sonde l'espace en captant la lumière qui provient d'étoiles qui vont traverser les nuages. Et il y a une partie de la lumière de ces étoiles qui va être absorbée par ces molécules mystérieuses
et qui crée des défauts de lumière, et c'est ces bandes que vous voyez qui arrivent dans l'œil de l'observateur. Voilà, ça c'est le moyen de les observer avec les télescopes spatiaux. Et il me semble que c'est dû à une molécule spéciale, non? Alors, il y a des hypothèses. Ouais. Donc, une des hypothèses, ce serait que ces molécules soient constituées de carbone, exactement comme un ballon de foot. Vous imaginez, vous prenez un ballon de foot et vous remplacez chaque coin de couture par une molécule un atome de carbone. Et en tout, vous obtenez 60 atomes de carbone qui sont reliés entre elles, comme ça, qui forment un pavage de pentagones et d'hexagones, ce que vous voyez à l'écran. C'est très beau. Hein. Voilà, donc ça, c'est un fullerène qui a été découvert en 1985 par une personne qui a eu le prix Nobel, qui s'appelle Croteau, Monsieur Croteau. Et puis depuis, on se demande si ces molécules-là ne seraient pas responsables d'une partie au moins de ces fameux DIPS. Donc, nous, on a une question, c'est comment vous faites justement pour... parce que là, vous ne l'avez pas dans la main, donc comment vous faites pour valider l'hypothèse. Essayer d'aller valider cette hypothèse? Est-ce que vous utilisez un objet particulier? Je vois que vous êtes venu avec quelque chose là. Indice. Alors, ce qu'on va faire, nous, en laboratoire, c'est qu'on va essayer de recréer les conditions qui règnent dans ces milieux interstellaires. Et alors, avant d'aller plus loin, Voilà. parce que nous, on aimerait bien savoir ce que c'est ça avant. Élodie, est-ce qu'on fait un petit jeu Donc d'abord? vous utilisez cet objet, c'est ça? Alors, on utilise cet objet, ouais, tout à fait, ouais. Donc qui est pas très impressionnant comme ça à première vue, mais Et donc là, je vais vous faire participer. Donc vous le voyez à l'image. Vous pouvez peut-être le faire tourner un petit peu. À votre avis, qu'est-ce que c'est que cet objet? Est-ce que, et on va vous faire voter, c'est plutôt bleu, une pièce de fusée, ou côté rouge, un embout d'aspirateur? Il y a un piège là. Il y a un petit mix. On dirait que vous avez plutôt voté rouge. Vous êtes vraiment convaincu que c'est un embout d'aspirateur alors? Certains ont pensé une pièce de fusée, mais en fait, les deux réponses sont fausses. C'est ça. C'était un petit piège. On a parlé d'inattendu. Hein. Et ouais, attendez, inattendu. C'est pas exactement ça. Cette petite pièce, elle permet de recréer les conditions de l'espace ici à Rennes. c'est ça. Donc, dans le milieu interstellaire, on est loin des étoiles. Donc, il fait froid. En fait, très très froid. Alors, il fait moins 260 degrés Celsius, d'accord? Moins 260. C'est vraiment très très frais. Et donc, c'est pas évident de recréer sur Terre. Alors, sur Terre, quand vous refroidissez un gaz, il se passe quoi? Eh bien, en général, il se devient du liquide ou du solide. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est refroidir un gaz, donc cette fameuse molécule de C60, à très très basse température, tout en la laissant en phase gaz. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'utiliser ce petit objet qui va refroidir le gaz en faisant une détente de gaz, comme à l'arrière d'une fusée en fait. Donc c'est une tuyère qu'on appelle une tuyère supersonique qui va détendre le gaz à une vitesse énorme et plus le gaz va vite, plus il est froid en fait. Voilà. Et donc on atteint des températures de l'ordre de moins 260 degrés Celsius. Et donc ensuite on va mettre un peu de C60 dedans et puis on va sonder l'écoulement avec un laser et on va comparer avec ce qu'a observé Maria Lea Egger dans les années 20, le siècle dernier. Moi, j'aimerais poser une question parce que ça, c'est un modèle réduit, un peu de fusée. C'est quoi la vraie différence avec une tuyère de fusée de base, hormis la taille de ce que je comprends? Ah ben, il n'y en a pas. Il n'y a pas de différence. Non, en fait, c'est la même chose. Donc, c'est un conduit convergent-divergent. Donc, il y a une première section qui réduit la section de passage du gaz. Donc, on atteint la vitesse du son. Puis après, pour aller plus vite, on doit évaser la sortie pour atteindre des vitesses au-delà du son. Et c'est exactement ce qu'il y a à l'arrière des fusées. Une tuyère, c'est un convergent-divergent. Ça permet d'expulser les gaz à très haute vitesse. Et vous connaissez tous ce principe d'action-réaction. Donc on envoie des gaz très forts vers le bas. Et en général, la fusée, elle va vers le haut. D'accord? Sauf quand ça se passe mal et que ça redescend. Mais voilà. Donc basiquement, c'est la même chose. Et alors, on a eu quelques images de votre laboratoire qu'on est allé filmer, où je crois qu'on vous voit en train de l'installer avec votre équipe. Voilà, donc là, c'était lors de la phase de conception. Vous voyez, ça ressemblait pas vraiment. Ça, c'est le premier modèle. Alors, c'est mon collègue concepteur Guy, qui est quelque part là dans la salle, qui nous a énormément aidé sur la conception de cette tuyère. Puis ça, vous avez des versions. Je rigole parce qu'on a fait des dizaines de versions avant d'arriver vers
le prototype final. Donc voilà, encore une nouvelle version donc, qui s'est avérée être pas la bonne. Et donc, de fil en aiguille, on a fini par converger vers une solution. Et puis, voilà, donc là, c'est lors de la phase de discussion. Ouais, encore une autre. Ouais, donc, alors, c'est pas un aspirateur, hein, mais ça me donne des idées, ce que vous avez dit là. Mais peut-être que on pourrait la faire fonctionner à l'envers pour avoir voilà, quelque chose d'efficace. Donc du coup, vous avez à peu près obtenu aujourd'hui une tuyère qui vous satisfait. Donc moi, ma question, c'est comment vous arrivez à précisément pouvoir identifier cette molécule. On a vu, vous nous avez parlé de pic. Oui. Est-ce qu'il y a un moment donné où il y en a un qui nous permet de dire « Ah, ça c'est la bonne molécule ». Est-ce que c'est comme un code barre ? C'est un peu comme un code barre. Donc une molécule, c'est pas un seul pic. Vous avez exactement dit ce qu'il fallait. C'est un ensemble de pics qui constituent l'empreinte de la molécule. Donc c'est une sorte d'empreinte digitale de la molécule. Donc chaque molécule a sa propre empreinte. Et donc si on arrive à montrer que ce qu'on va obtenir en laboratoire correspond à une série de ces pics-là, c'est gagné. On aura montré que cette molécule, en tout cas, explique un certain nombre de ces fameuses DIPS. Très cool. Voilà. Alors du coup, est-ce que c'est démontré ? Est-ce que le grand mystère est résolu ? Alors, le grand mystère a été résolu par une équipe, mais pour du C60 dont on a arraché un électron. Donc, on a résolu la 4 ou 5 raies qui appartiendraient à C60 avec un électron en moins, ce qu'on appelle un cation C60+. Mais tous les autres, il en reste encore 500, sont encore du domaine du mystère. Et peut-être que le C60 neutre pourrait résoudre une partie de ces pics. Voilà. Alors, quand on a discuté avec certains de vos collaborateurs, on a découvert qu'il y a une petite découverte inattendue qui est arrivée lors de la conception de cette tuyère, la conception des autres outils autour. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça ? Oui, alors l'inattendu, c'est notre quotidien, hein, on va dire. Donc, évidemment, on a développé ça pour un certain objectif, mais on l'a testé partir avec une molécule plus simple pour voir ce qu'on pourrait observer. Et on a mis de la vapeur d'eau. Et en mettant de la vapeur d'eau, on s'est rendu compte que, vous savez, les molécules d'eau, elles aiment bien se coller ensemble. Et puis, on a fait le spectre infrarouge de cet ensemble de molécules. L'infrarouge, c'est de la lumière qu'on ne voit pas vraiment. On ne voit pas, voilà, c'est ça. C'est de la lumière qu'on émet sans la voir, parce qu'on est chaud, donc on émet de l'infrarouge. Donc on utilise cette longueur d'onde-là pour sonder les molécules. Et là, en sondant la vapeur d'eau, on a pu mesurer le pouvoir absorbant de ces molécules collées ensemble, ce qui permettrait éventuellement de raffiner les modèles d'absorption de l'eau dans l'atmosphère, et donc de fil en aiguille, d'apporter une pierre à l'édifice à la modélisation du climat. Ah, là, je me projette un peu. Alors, mais bon, voilà. Quand on dit modélisation, en fait, on peut comparer ça un petit peu aux jeux vidéo Sims, où on recrée une réalité, on change des paramètres, c'est plus simple. Oui. Mais en gros, c'est une version, une version de la réalité où on va rentrer différents paramètres en plus simple pour tester des trucs. Tout à fait. On met le monde en équation. Ouais. Et on regarde ce que ça donne. Et on regarde si on fait des projections. Donc voilà. Si le modèle est bon, les projections sont bonnes. Et si le modèle n'est pas bon, il faut le changer. Donc c'est ça. C'est une mise du monde en équation, je dirais. Très bien. Et alors du coup, si vos collègues, ils ont découvert une sorte de nouveau comportement de la vapeur d'eau qui est partout dans l'air, et que ça nous permet de mieux comprendre un peu le climat, il n'y aurait pas un petit lien un peu avec ce qu'on pourrait comprendre un peu du réchauffement climatique, de l'effet de serre peut-être, qui a un effet naturel et positif. Ça serait une contribution supplémentaire de la vapeur d'eau à l'effet de serre, donc c'est très important. Il y a les vapeurs d'eau, il y en a partout, c'est le premier gaz à effet de serre sur Terre. Donc raffiner la manière dont le pouvoir absorbant, notre connaissance sur le pouvoir absorbant de la vapeur d'eau, c'est super important, potentiellement pour mieux comprendre les évolutions du climat. Donc oui. Et l'effet de serre, si on peut le rappeler quand même ? L'effet de serre, c'est les molécules qui sont dans l'atmosphère, qui vont attraper les rayonnements infrarouges qui viennent du Soleil et de la Terre, et donc qui vont, par un effet de couverture, si je veux être simple, réchauffer la Terre. Voilà. Donc si l'atmosphère se réchauffe, la Terre se réchauffe. Et plus il y a de vapeur d'eau, plus l'atmosphère va capter ces rayonnements infrarouges. C'est un peu comme un couvert au départ qui n'est pas forcément mauvais. Si on ne l'avait pas, il se passerait quoi ? Si on n'avait pas, il ferait moins 18 degrés Celsius sur Terre en moyenne. Donc les océans seraient gelés et je ne pense pas qu'on pourrait
exister sous la forme dans laquelle on est actuellement. Peut-être sous forme de bactéries ou je ne sais quoi, mais sûrement pas sous la forme de On est bien content. Donc on est bien content d'être vivant. Donc merci la molécule d'eau. En tout cas, qui aurait deviné qu'en cherchant justement à identifier une molécule dans l'espace, on finirait par un peu plus compléter notre compréhension du climat sur Terre. En tout cas, merci beaucoup, Robert, d'avoir partagé vos recherches et les inattendus autour de ces recherches. C'était très fascinant. Merci. Je vais me devancer. Incroyable. Merci beaucoup. Eh bien, maintenant, nous allons partir dans le microscopique. Eh oui. Et pour nous guider dans l'invisible, nous allons inviter Lucie Norel et Stéphane Rigaud. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Et pendant qu'ils montent, on a un petit clip. Lucie et Stéphane, vous êtes tous les deux professeurs à l'Université de Rennes. Tout à fait. Bonjour, déjà. Bonjour. Et Lucie, vous n'êtes pas venue les mains vides. Non, j'ai ramené ceci. Alors, je vous propose de faire jouer le public pour essayer de deviner ce que c'est. Et puis, vous allez nous raconter. Alors, je vous propose de la montrer. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vous propose de dire en bleu, c'est de l'air, tout simplement. Et en rouge, une substance invisible. À votre avis? Ouais. Alors, vous avez voté en majorité rouge, une substance invisible. Alors, Lucie, racontez-nous. Pour l'instant, c'est invisible, effectivement. Alors, pas tout à fait. On voit un liquide, donc on voit quand même qu'il y a quelque chose à l'intérieur. C'est un liquide qui est complètement incolore. D'accord? Nous, on appelle ça incolore, pas invisible. Mais en fait, on va très vite s'apercevoir qu'il contient quelque chose parce que dès qu'on met de la lumière UV dessus, que j'ai là, il va se passer quelque chose. On voit bien, je peux y aller. Ouais, montrez-nous. Hop. Déjà, ça luminesce un petit peu. Et... Mais attendez, là, c'est quasi instantané, là. C'est magique. Et donc, maintenant, c'est tout bleu. Voilà. On peut applaudir, s'il vous plaît? Incroyable, quand même. Lucie, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe ici? Alors, en fait, on a transformé la molécule, donc le très très petit objet qui était contenu au départ, on l'a fait réagir avec la lumière. Il y a des réactions comme ça, on appelle ça de la photochimie. C'est des réactions qui utilisent la lumière comme réactif. Et donc, on a transformé un tout petit peu la molécule de manière assez marginale. En fait, il y a juste une liaison ou deux qui changent. Mais ça suffit à faire qu'elle a complètement changé de couleur. C'est ce qu'on appelle une molécule photochrome. Elle change de couleur avec la lumière. Avec la lumière. On vous parle de molécules. À votre avis, les molécules sur lesquelles nos chercheurs travaillent, est-ce qu'elles sont 1000 fois plus petites que la taille d'un cheveu, sachant que quand je parle de la taille d'un cheveu, c'est l'épaisseur du cheveu, pas la longueur, ou 100 000 fois plus petites? À vos cartons. Votez avec les cartons. 100 000, on est parti vraiment sur une majorité 100 000. C'est vraiment rouge. Est-ce que Stéphane, vous voulez nous donner la réponse? La bonne réponse, 100 000. 100 000 fois, alors. 100 000. Donc ça serait l'équivalent de prendre un cheveu et de le couper 100 000 fois. Alors, pour avoir une bonne image aussi, on peut imaginer qu'on a le même rapport de taille entre cette fiole-là et la taille de la Terre. D'accord. Ah ok, donc, ça fait vraiment beaucoup. Ok, donc si votre molécule était de la taille de cette fiole, voilà. La fiole serait de la taille. Fiole serait de la taille de la Terre. Exactement. Bon, alors écoutez, pour en revenir à justement cette transformation, nous on aimerait un peu plus en savoir qu'est-ce que vous faites dans le laboratoire du coup. Vous essayez de faire quoi avec ces molécules? Vous leur donnez des propriétés spéciales? Donc nous, ce qu'on trouve particulièrement intéressant, c'est que la lumière, c'est quelque chose qui s'applique à distance. Donc en fait, on n'a pas besoin de toucher l'objet pour le modifier. Et donc, on va pouvoir modifier des propriétés, un peu comme si on avait une télécommande à molécules, où la lumière nous permet d'agir sans toucher le système. Donc on va changer sa couleur,
ou bien sa luminescence. Nous, c'est notre spécialité avec Stéphane, donc qui est l'émission de lumière sous stimulation UV. Super. Mais alors, j'ai entendu dire que dans le laboratoire, il y a eu quand même une découverte un peu inattendue. Là, je me tourne vers Stéphane. Quelque chose de invisible, parce que là, on voit de la couleur, mais il y a un autre résultat derrière vos recherches qui n'est pas perceptible pour l'instant. L'intérêt de ces recherches, c'est d'avoir cherché des molécules qui vont émettre une lumière qui n'est pas visible à l'œil nu et commuter cette émission de façon à ce qu'elle disparaisse grâce à la lumière. Donc là, je crois qu'il y a une vidéo qui passe, c'est exactement ce qui se passe. Il faut les révéler avec une autre lumière, c'est ça ? Voilà, donc là, ce qu'on voit sur la vidéo, c'est effectivement l'action de la lumière, comme on vient de le voir ici, avec la lumière bleue, enfin avec la lumière UV qui change la couleur, mais en même temps, cette molécule, elle émet de la lumière et cette émission disparaît au cours du temps. D'accord ? Et donc, ça fait une commutation de cette propriété, de cette capacité à émettre de la lumière. Et donc, l'inattendu dans notre cas, c'est qu'on ait pu commuter de la lumière qui ne se voit pas. D'accord. De la lumière invisible, quoi. De la lumière invisible, voilà. Quand vous dites commuter, C'est-à-dire éteindre. Éteindre. Voilà, c'est ça. donc en fait, elle brille toute seule, elle continue à briller. Alors, lorsque vous avez une molécule classique qui émet de la lumière de façon classique en continu lorsqu'on l'éclaire, Ouais. alors que dans notre cas, cette émission de lumière va disparaître petit à petit avec le temps, avec l'irradiation de la lumière. Donc voilà l'originalité, c'est d'avoir réussi à faire ceci avec une lumière qui est invisible. On peut contrôler comme on veut cet éclaircissement. Voilà, on peut contrôler comme on veut, et donc ça peut permettre de faire, vous en avez parlé tout à l'heure, des systèmes anti-contrefaçon, par exemple, où on va avoir une réponse qui est tout à fait particulière et qui va permettre de marquer un objet avec une signature qui va être secrète, par exemple. Donc on vous a dit, ces molécules, elles sont intéressantes parce qu'elles peuvent nous aider à lutter contre la contrefaçon. À votre avis, comment est-ce qu'elles font ? Est-ce qu'elles laissent des traces sur les doigts des malfaiteurs, qu'on peut voir après, côté bleu, ou est-ce qu'elles créent une signature lumineuse unique qui nous permet de savoir si c'est bon ou pas ? Je vous laisse voter. Lucie, quelle est la bonne réponse ? La bonne réponse, c'est qu'on va utiliser la signature optique des molécules pour marquer des billets contre la contrefaçon. Des billets. Vous avez un billet sur vous ? Peut-être qu'on peut le voir ? Oui. Est-ce qu'on peut tenter l'expérience ? Alors, c'est pas un billet truqué, hein, c'est un vrai billet de banque complètement classique. J'en ai même ramené Très deux. bien. Vous avez besoin d'aide ? J'ai besoin de... Une main. Très bien. Donc je fais quoi ? Je fais ça ? Non, on le pose là, je crois. Je pense qu'il fallait le mettre là, ouais. Allons-y. Donc là, c'est de la lumière noire, de l'UV, c'est quoi ? Là, c'est de l'UV, absolument. Et donc, lorsqu'on regarde le billet, on voit apparaître Je crois que de l'autre côté, c'est encore plus intéressant. Qu'on ne voit pas sans la lumière. Voyez, on voit apparaître les étoiles et la petite constellation, surtout à côté des étoiles. Ouais, on la voyait bien. Voilà, ici. Là. Donc ça, ce sont des molécules luminescentes Est-ce que vous voyez ? Qui émettent de la lumière sous la stimulation de la lumière UV. Et donc ça permet de savoir si c'est un vrai billet de banque ou un faux Voilà, billet de c'est banque. une des signatures de sécurité qu'il y a sur le billet de banque. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, Stéphane ? Qu'est-ce qui régit ce changement de propriété moléculairement ? Parce qu'on a une molécule devant nous un peu. Alors, Ou ce changement de couleur, comme on vient de voir. Ce qu'on voit ici, c'est effectivement, vous avez vu l'apparition de ces points brillants, et là, c'est statique. C'est-à-dire que autant vous avez laissé la lumière, là, vous allez toujours voir les points. L'originalité avec notre molécule, c'est que ces points-là, ils vont disparaître avec le temps. En quelques secondes, ils vont disparaître, puis vous arrêtez, puis ça va réapparaître. Voilà, ça complexifie la signature, en fait. Et donc, ça permet d'avoir des systèmes plus complexes pour lutter contre les voleurs. Voilà. Mais trop bien. Et donc ça, c'est pas facile à répliquer, justement. C'est pas facile à répliquer parce que c'est un système qui est extrêmement complexe à établir et à comprendre. Oui. Voilà. Nos molécules sont assez uniques dans ce domaine-là. Comment vous arriviez à les modifier au laboratoire, ces molécules ? À les modifier. Donc là, ça c'est les molécules, hein. On a un modèle. Comment vous arrivez à modifier ces propriétés, en fait ? Avec la lumière. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Je peux vous montrer, mais c'est pareil, j'ai besoin de mes deux mains. Ouais, on va...
Donc en fait, la molécule au départ, elle est comme ça, elle a une certaine flexibilité. Voilà, autour des liaisons, ça tourne pas mal. Donc chaque petite boule noire là, c'est un carbone. Et au moment où la lumière va venir dessus, en fait, ça va complètement rigidifier le système et créer une nouvelle liaison. Hop, ici entre ces deux carbones. On va avoir un système qui est complètement différent et où les liaisons et les électrons sont répartis différemment. Ce qui fait qu'il interagit différemment avec la lumière. Voilà. Il devient coloré, absolument. Et comment, au labo, vous arrivez à modifier tout ça? C'est invisible, c'est microscopique. Alors, on le modifie, c'est sûr. Après, la question, c'est comment on vérifie ce qu'on a fait sur la molécule. Ça, c'est un petit peu compliqué. En fait, on va regarder la réponse de la molécule à tout un tas de lumières différentes, si on veut faire simple. Donc, on peut envoyer des infrarouges, comme on a vu avant, et voir la réponse de la molécule. On peut aller avec des ondes radio, on regarde la réponse de la molécule, et en cumulant toutes ces informations, on est sûr de ce qui se passe au niveau du système très 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 petit qu'on ne peut pas voir en réalité. Donc là, on a quelques images aussi du laboratoire qui passent. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce qu'est en train de faire? Donc du coup, c'est un doctorant de votre équipe? Oui, c'est Johan Frérot qui est dans la salle, qui est le seul à savoir encore bien faire toutes ces expériences. Donc c'est lui qui les a fait, c'est pas nous. Et en fait, ça montre les étapes de la synthèse. Là, il est en train de faire une chromatographie sur couche mince. Vous allez tous en faire bientôt, là, dans la suite de votre parcours. C'est une technique très simple pour regarder la pureté de nos mélanges issus des synthèses. Donc là, on essaye d'isoler la molécule, c'est ça? C'est ça. Après, il consigne les résultats dans son cahier. Et puis, là, il est en train de préparer ce qu'on appelle un tube RMN. Donc, c'est une des analyses dont je viens de parler, où on va mettre un certain type de lumière sur la molécule et regarder sa signature. D'accord, donc la grosse difficulté, c'est en effet qu'il arrive bien à isoler la molécule, et ensuite, grâce à ça, on va pouvoir identifier et vers la carte d'identité de la molécule. Exactement. Et est-ce que vous réussissez à tous les coups, du coup? Si on réussissait à tous les coups, Johan, il aurait beaucoup de choses à écrire dans son manuscrit de thèse, donc... En fait, non, parce qu'à chaque fois, c'est des expériences qui n'ont jamais été faites, elles sont uniques au monde, donc forcément, on ne réussit pas du premier coup. Il faut un peu ajuster les paramètres. Des fois, on a des grosses déceptions où ça ne marche pas du tout. Des fois, en fait, il faut juste changer des petites choses pour être dans les meilleures conditions de synthèse. Je ne sais pas si tu veux... Absolument, oui. Il y a beaucoup de déceptions. D'inattendus, oui. Et beaucoup d'inattendus, oui. Ouais. Absolument. Donc le but étant effectivement de changer un atome par-ci, un atome par-là, pour changer la couleur de l'émission. Et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Souvent ça ne marche pas. Et quand ça marche, c'est formidable. Ouais. Et alors, comment on s'embarque dans un projet comme ça? Ça a l'air difficile. Pourquoi s'embarquer dans un projet comme ça? Quel est votre moteur? Parce que justement, quand on fait des trucs difficiles et qu'on finit par y arriver, on est super content. C'est comme les sportifs de haut niveau. On ne leur demande pas pourquoi ils se lancent à faire des marathons, etc. Donc, le fait que ça soit difficile, c'est plutôt chouette quand on y arrive. Et puis, au jour le jour, on travaille en équipe. On n'est pas non plus tout seul face à sa difficulté. Donc, on échange et tout ça, c'est super intéressant. Vous avez le moteur de la curiosité? Tout à fait. Ouais. Stéphane? On n'avait jamais prévu de faire ça. Jamais? Non. Ce sujet de recherche est un inattendu total. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire des nouvelles molécules, voir comment elles se comportent, des choses qui n'ont jamais été faites, de voir quelles propriétés elles peuvent avoir. Ce n'était pas du tout ça qu'on cherchait. Et on est tombé là-dessus tout à fait par hasard. Ce n'était pas ce qui était prévu initialement. Et donc, on a changé de direction et on est continué à aller là-dessus et aller un petit peu plus loin pour encore aller sur des choses qui n'existaient pas, pour essayer de découvrir les propriétés de la matière et voir comment elle se comporte et à voir qu'est-ce qu'on peut en faire avec après. Finalement, c'est un peu comme notre premier sujet. Vous partez sur un sujet et puis votre sujet de recherche vous emmène sur des découvertes dont vous n'aviez pas soupçonné l'existence et qui vous permettent de découvrir des choses sur lesquelles vous allez partir et découvrir... rechercher d'autres choses. Oui. C'est l'essence même de la recherche fondamentale. Il faut garder l'esprit ouvert à tout ce qui peut être ce qu'on n'a pas prévu au départ. C'est un grand voyage dans l'inattendu. C'est justement le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, Stéphane et Lucie. De rien. Merci. Je vous invite à descendre, à reprendre. Vous pouvez les applaudir.
Eh, Ah. Comment ça va, cher public? Vous êtes toujours avec nous? Est-ce que vous voulez encore de l'imprévu et de l'inattendu? je vous propose de recommencer à choisir la suite de l'émission. Munissez-vous de vos petits cartons. Vous avez 2 choix possibles pour la suite. Est-ce que vous avez envie de d'abord découvrir comment dompter l'énergie du soleil en bleu ou de découvrir la science de la confiance numérique en rouge? Je pense qu'on est parti pour le bleu. On va découvrir comment dompter l'énergie du soleil. Je vous propose d'accueillir Karine Costuas et Arnaud Fillet. Vous pouvez les applaudir, on va passer un petit clip. Alors, Karine Costuas, vous êtes chercheuse au CNRS et Arnaud Fillet, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Rennes. C'est bien ça. C'est ça. Oui, je vois que vous la cachez un peu, mais vous avez piqué la molécule à Lucie, non? Alors Qu'est-ce que oui c'est? et non. En fait, c'est pas la même. Vous voyez une petite différence? Alors, elle est un peu plus petite, mais en fait, elle est plus grosse, mais elle est plus petite. Elle a un petit peu moins d'atomes, mais c'est un peu la même molécule que tout à l'heure, parce qu'elle est aussi... Vous vous souvenez, la molécule qui change de couleur avec la lumière, ça s'appelait comment? Ah, on a dit photosensible, c'est bien. presque. Photochrome, chrome pour la couleur. C'est presque bon, c'est super. Donc, elle a cette forme-là quand elle n'est pas dérangée et qu'elle est dans son état le plus stable. Et puis, Arnaud, tu vas la tourner. Et elle aussi, elle aime bien l'UV. Et quand elle récupère de la lumière UV, elle change de forme. Et là, elle change de couleur, mais vraiment très fortement. Alors nous, on n'a pas les petites fioles avec nous, mais il faut que vous nous croyiez. Alors, sur parole. Vous avez autre chose, Arnaud? Il me Oui. semble que vous êtes venu avec Alors, un autre objet. Mon objet. Alors, il ne faut pas d'abord révéler, je pense. On va pas révéler, on va vous laisser essayer de deviner. Qu'est-ce que c'est que ça, à votre avis? Est-ce que vous pensez en bleu que c'est une méga calculette ou en rouge que c'est une méga batterie? Ah, là, on arrive. Là, ça va être difficile. Il y a un bon mix de bleu et de rouge. Alors, quelle est la réponse? Alors, c'est pas une méga batterie, c'est presque une méga calculette, mais c'est un peu ce qui nous permet de récupérer les données d'une méga calculette, en fait. Et donc là, vous avez, c'est ce qu'on appelle un commutateur. Vous avez plein d'entrées qui sont en fait des entrées pour des câbles Internet. Et nous, on utilise, on est des chimistes, mais notre outil est un peu particulier. On n'a pas de blues, pas de fiole, pas de bécher. On a des ordinateurs, des super ordinateurs qui vont calculer plein de choses sur nos molécules d'intérêt, dont celle que vous avez présentée, Karine. Et les informations qu'on obtient de ces calculs sont renvoyées, sont stockées là, et sont dispatchés sur les ordinateurs des chercheurs qui vont venir interpréter ces données, essayer de comprendre comment se comporte la molécule après. Donc c'est une passerelle entre la méga calculatrice et le chercheur qui doit interpréter les données. D'accord. Mais on est d'accord que vous ne fonctionnez pas qu'avec ça, c'est beaucoup plus gros ce qu'il y a derrière. Oui, Je crois qu'on a quelques images. tout petit élément. Peut-être qu'on peut les regarder ensemble et vous pouvez un peu nous expliquer ce qu'on va voir. Donc là, c'est justement, une fois que c'est passé par la méga calculatrice, eh bien, on a tout un tas d'informations qui nous permet, au-delà du modèle en boule et bâton plastique, d'avoir une vision 3D de la molécule qu'on a modélisée. Et donc ces calculatrices, c'est ça, c'est une salle remplie d'ordinateurs qui sont posés les uns sur les autres, avec Rémi, notre ingénieur calcul, qui s'occupe du bien-être de ces ordinateurs, qui ne tombent en panne, il les remplace, il s'assure qu'ils fonctionnent de manière optimale. Et bien là, on essaie un peu d'interpréter. Alors, ça passe par regarder où sont les atomes dans l'espace, comment s'arrangent les molécules. C'est très important, on en discutera, je pense, pour le projet. Mais voilà, donc c'est ça. Ce sont des ordinateurs extrêmement puissants, beaucoup plus puissants que ce qu'on a à la maison, même pour faire tourner les meilleurs jeux vidéo. Donc là, on a une centaine d'ordinateurs qui sont en réseau, avec 4000 processeurs qui travaillent ensemble. Avec ça. Et ça correspond à plus de 30 000 gigas de mémoire vive. Donc voilà, pour ceux qui ont des ordinateurs de 16-32 gigas de mémoire vive chez vous, déjà c'est pas mal.
Bon, on en a un peu plus quand même. Donc voilà, ce sont des calculs extrêmement complexes. Et donc, vous nous avez un tout petit peu expliqué, mais est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire un petit peu plus en détail à quoi vous servent ces ordinateurs, en fait? Donc, on effectue un travail de simulation numérique. Ouais. Donc, on fait de la chimie que j'appelle aussi une expérience, mais une expérience numérique. On travaille avec des équations. Donc là-bas, c'est des équations mathématiques, de physique, qui sont adaptées à... on a des règles qui nous disent les atomes doivent être liés à d'autres atomes, doivent être positionnés de telle façon dans l'espace. Et ça permet, on propose à l'ordinateur différentes molécules, il va nous dire toutes ses propriétés. Est-ce qu'elle absorbe la lumière? Est-ce qu'elle a de la chaleur? Où sont placés les atomes dans l'espace? Et c'est extrêmement important parce que ça permet de décrire tout ce qui n'est pas accessible via les instruments de mesure usuels des chimistes. Donc c'est de l'infiniment petit. Et même pour les instruments très perfectionnés, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir. Et donc on a un rôle assez précieux, assez central dans tout ça pour comprendre l'infiniment petit en complémentaire de nos collègues chimistes en PAYOS. Mais vous faites des modèles un petit peu comme on discutait avec Robert, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Ne serait-ce que d'utiliser ce genre d'objet, c'est aussi un modèle, de dire que le carbone est lié à un autre carbone de cette façon, dans cet ordre-là, c'est un modèle. C'est juste que nous, on a des équations très complexes mathématiques qui tournent dans des programmes informatiques sur des machines très performantes. Donc, voilà, c'est des modèles aussi. Un peu comme on fait en météo ou dans d'autres... nous, on fait la même chose pour la chimie. Et donc derrière la chimie, vous étudiez aussi des déformations, des changements de forme, mais on ne parle pas de couleur avec vous, on va parler plutôt d'énergie, c'est ça? Oui. Alors on aurait pu parler de couleur parce que celle-là, elle change de couleur, mais ce n'est pas sa couleur qui va nous intéresser, c'est l'énergie qu'elle va stocker. Stocker. Ouais. Dis-nous en plus. Comment elles font pour stocker l'énergie? Donc là, la forme que tu as ici, c'est pas la forme de départ. C'est une fois qu'on a irradié avec de la lumière du soleil, donc principalement l'UV, la partie la plus énergétique du soleil. Celle qui donne les coups de soleil. Qui a beaucoup d'énergie. Eh bien, la molécule va aussi attraper un coup de soleil et elle va passer dans une conformation qui lui est pas du tout favorable, où là, il y a plein de gènes entre les atomes qui sont assez proches les uns des autres. Donc elle a attrapé un coup de soleil, elle est un peu rouge, elle a un peu chauffé en fait. Et donc, à partir du moment où elle reste dans cette conformation, elle a de l'énergie en trop qu'elle va chercher à évacuer. Et tant qu'elle est soumise à la lumière du soleil, elle va rester dans cette conformation. Et donc, on stocke, alors, selon la nature de la molécule, plus ou moins longtemps, quelques heures, quelques mois, quelques années, ça dépend de l'application qu'on veut après. Mais on stocke l'énergie solaire sous forme de chaleur pour la réutiliser après. Alors, j'ai envie de quizer un peu le public. À votre avis, donc on a parlé de stocker cette énergie. À votre avis, on en fait quoi de cette énergie? Est-ce qu'elle est perdue ou est-ce qu'elle peut être réutilisée plus tard, en rouge? C'est de l'évidence, là. Elle peut être réutilisée plus tard. C'est tout le but, en effet. Bon, alors, dites-nous un peu plus. Donc, les applications les plus concrètes et pratiques, ça peut être le chauffage domestique, tout simplement. Si la molécule n'est plus soumise à la lumière UV, c'est par exemple quand il fait nuit. Et dans ce cas-là, elle va revenir... si tu es motivé, tu peux repasser sous votre forme. Alors oui et non, parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a la lumière du jour ou pas? Il faut que ce soit quelque part où il y a de la lumière. Donc où est-ce qu'il y a la lumière qui passe dans les maisons? Par les vitrages. Ah, effectivement, il faut que la molécule soit exposée à la lumière. Donc il faut quand même qu'elle soit quelque part près du vitrage. Mais s'il fait nuit, de toute façon, il n'y a plus de lumière. Et alors, donc petit à petit, si vous n'avez plus l'accès à la lumière, elle va revenir, elle va se relâcher, elle va se déstresser, elle va revenir à sa conformation de départ où les atomes sont assez loin les uns des autres. Et ça, elle libère de la chaleur. Son excès d'énergie est relâché sous forme de chaleur. Et donc, elle va chauffer le vitrage et la maison avec. D'accord. C'est un peu... J'ai l'impression de me revoir quand je suis dans le métro parisien. C'est-à-dire que quand tout est serré, on est tout serré, on emmagasine beaucoup d'énergie et on chauffe. Et quand on est détendu, on est plutôt froid, on se relaxe, il y a de l'espacement entre nous. C'est ça. C'est plus le métro, alors c'est le TGV peut-être. Oui, le sofa. Et donc les molécules font des liaisons, les atomes aiment bien être entre eux pour faire ces fameuses liaisons, les bâtons qu'on voit qui relient les atomes, mais après, elles préfèrent toujours être le plus loin possible les unes des autres, pour être le plus tranquille possible, comme n'importe qui, je pense. C'est vraiment ça qui joue. Donc ça aussi, on essaie de travailler dessus, de modéliser, de jouer sur ce critère de molécules plus ou moins proches les unes des autres pour augmenter le stockage d'énergie. Très bien. Alors du coup, vous, comment vous faites pour ordonner à la molécule de restituer de l'énergie? C'est quelque chose que vous cherchez à faire? Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec ces simulations, justement? Alors, ce qui se passe, c'est par exemple, dans ma simulation, je vais créer le modèle où je vais dire que les atomes sont sous cette conformation ici, c'est la forme relâchée.
Et la molécule va s'organiser, va avoir une certaine énergie. Et après l'ordinateur, je vais passer dans l'autre conformation. J'arrive à le faire avec une seule main, donc c'est très bien. Et l'ordinateur va me dire « Ah, mais dans cette conformation-là, elle a cette nouvelle énergie qui est sûrement beaucoup plus élevée. » Et donc en comparant les deux, je vais pouvoir estimer quelle serait l'énergie stockée dans un appareil quand on appliquerait ça, on déposerait ça quelque part sur une fenêtre ou autre, tout simplement. Et du coup, c'est affaire réglée. Vous avez tout trouvé, non? Alors, ces molécules ne sont pas si nouvelles, elles sont connues depuis un bout de temps, mais voilà, quand on est chercheur, on cherche toujours à dépasser ce qui est déjà connu. Donc, nous, on veut faire des molécules encore plus performantes que celles qui sont déjà connues. Ça, c'est celle un peu de base, qui stockent à peu près 300 kJ par kilogramme de molécules, ce qui est l'équivalent de 10 grammes d'essence qu'on brûlerait. Donc, on ne fait pas rouler beaucoup de voitures avec, mais on peut chauffer décemment un habitat. Et l'idée, il y a plein de développements aujourd'hui pour faire des molécules plus performantes qui stockent plus d'énergie et aussi qui les stockent plus longtemps. On peut imaginer qu'on ne stocke pas juste le jour pour la nuit, mais l'été pour l'hiver, par exemple, aussi. Donc là, c'est d'autres molécules qui vont faire ça parce qu'elles stockeront plus longtemps. Donc au lieu de les fabriquer toutes, on en essaye... On imagine des modifications à droite, à gauche, et puis on regarde si c'est mieux ou moins bien. Alors souvent, on ne fait pas par hasard, où on utilise de nouvelles familles, mais au lieu de toutes les fabriquer, demander à Stéphane et Lucie et Johan de les faire, on les préfabrique par ordinateur, et puis on en choisit quelques-unes qu'on leur conseille d'essayer. C'est ça. On va essayer de guider les travaux après, qui seront vraiment en laboratoire, qui vont créer les molécules. Et justement, vous avez découvert quelque chose de surprenant par rapport à son usage dans les bâtiments, c'est ça? Alors c'est un des buts. Alors c'est un but qui est très industriel. Il y a aussi des applications beaucoup plus poussées. Quand on veut faire du chauffage très local, l'avantage ici, c'est que ça chauffe au niveau d'une molécule, donc c'est extrêmement petit. Ça peut faire une différence de température dans des circuits extrêmement petits, de l'ordre microscopique. Donc ça, c'est aussi une application qui est visée au-delà des applications plus domestiques. Il y a même des applications dans le médical, alors c'est pas tout à fait les mêmes systèmes, mais où on va, si on arrive à mettre ces molécules qui chauffent près d'une cellule cancéreuse, on peut faire du médical en faisant les chauffer aussi. Donc il y a plein d'applications. Parce que c'est le cancéreuse qui se ferait chauffer, du coup, se ferait détruire. Se détruit. Ouais. Et pour le bâtiment, on mettrait ça, par exemple, sur les vitres? Oui, c'est ça, ça peut être ça. Et donc l'avantage de celle-ci en particulier, c'est qu'elle n'absorbe pas beaucoup. Vous aurez quand même la lumière du soleil. Les vitres ne seront pas noires. Parce que l'idée, c'est quand même qu'on fasse une molécule. Mais on peut faire des trucs un peu rouges pour avoir un esprit. Si vous voulez des effets particuliers, on peut vous trouver ça. Oui. On parle quand même beaucoup d'énergie. Moi, j'ai le sentiment que derrière ce que vous faites, il y a aussi une notion d'essayer de faire des économies d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors je rebondis sur ce que Karine a dit, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 300 molécules en laboratoire et de tester, mesurer laquelle est la meilleure, nous, on va réduire beaucoup ce champ des possibilités, ce qui va faire économiser des produits chimiques, de l'énergie, de l'électricité, etc. Et le deuxième point important dans le projet qu'on mène avec Karine, c'est qu'aussi que les calculs, vous avez vu les machines qu'on utilise, sont aussi beaucoup très énergivores. Il faut l'électricité, on doit les refroidir, on doit climatiser la salle parce que ça dégage énormément de chaleur. Donc on développe aussi, c'est une grosse part du projet, des équations et des programmes informatiques qui demandent beaucoup moins de ressources. Les nôtres qu'on a développés demandent 1000 fois moins de ressources que les programmes qui existaient avant. Donc on a aussi joué sur ce côté impact de nos simulations sur l'énergie qu'on demande. Du coup, vous œuvrez un peu pour la transition écologique, d'une certaine façon, non? Oui, alors on consomme un peu d'énergie, mais dans l'idée qu'à un moment, ce qu'on aura trouvé pourra servir à diminuer. Voilà. En quelque sorte. Et la recherche, elle consomme toujours un peu d'énergie, dans l'idée qu'à un moment, son utilisation permette d'en sauver, en fait. Donc là, c'est vraiment une source de chauffage propre. Bien sûr, il faudra concevoir les dispositifs, les molécules, donc c'est jamais 100% propre. Mais là, l'énergie du soleil est complètement propre ici. Donc là, il y a une double utilisation. Oui, double dose d'inattendue au même endroit. Merci beaucoup Karine et merci beaucoup Arnaud pour votre temps et ces précieuses explications. Ouais, franchement, quand on voit ces ordinateurs, je pense à tous ces ordinateurs qu'on a chez nous, qui fonctionnent sans arrêt. Tu dis, imagine la quantité d'énergie, c'est vraiment un sacré défi écologique. Ah ouais,
Et d'ailleurs, de l'énergie, vous en avez-vous besoin? Vos appareils en ont besoin, nos ordinateurs, la télé. On va parler tellement d'énergie que des fois, on se dit on aurait besoin un peu d'experts. Ben, ça tombe bien, parce que le dernier sujet du coup qu'on va aborder aujourd'hui, l'énergie des ordinateurs et des serveurs, en quelque sorte, c'est un peu leur rayon, à pas de côté. Du coup, je vais vous demander d'inviter très fort François Taini et Manon Souriceau à nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Et on va lancer un petit clip. François, vous êtes enseignant-chercheur, Manon, vous êtes doctorante, tous les deux en informatique à l'Université de Rennes. Donc on parlait d'énergie. François, on a entendu dire qu'un truc qui consomme beaucoup d'énergie dans le numérique, c'est la blockchain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est? Oui, alors c'est une blockchain en particulier, c'est une blockchain qui s'appelle Bitcoin, dont certains ont peut-être entendu parler. Donc c'est une sorte de monnaie, mais crypto-monnaie, donc qui existe que dans les ordinateurs. Et une chose importante, c'est que pour éviter les tricheries sur cette monnaie, eh ben, on a besoin de beaucoup d'ordinateurs qui font des mécanismes anti-triche. Et donc ça consomme beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, Bitcoin consomme autant d'énergie qu'un petit pays, genre autant d'énergie que la Norvège, ce qui est un problème. Ah oui. Donc on a entendu parler de blockchain, de crypto-monnaie. Ouais. Je me tourne vers vous, Manon. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus à quoi sert la blockchain derrière la crypto-monnaie? Quels sont les potentiels rôles? Comment ça fonctionne un peu? La blockchain, il faut voir ça comme une sorte d'alternative au système bancaire qu'on connaît aujourd'hui, qui est tout simplement de faire passer les transactions bancaires par les banques. Et le problème des banques, c'est que c'est un système centralisé, c'est-à-dire que toutes les transactions bancaires que vous réalisez, elles vont forcément passer par la banque qui va s'occuper de valider et de s'occuper des transactions en soi. Donc il y a un centre unique. Et c'est ça, un élément central qui s'occupe de tout. Et le but de la blockchain, c'est justement d'enlever cet élément central et de plutôt mettre quelque chose de moins centralisé. Donc par exemple un système d'ordinateurs qui communiquent entre eux pour s'occuper de la transaction et de la vérification de toutes les transactions bancaires. Et du coup, c'est beaucoup d'ordinateurs? Oui. Pas un ou deux? Non, beaucoup. Et justement, c'est le moment de sortir vos cartons. Oh là là. On a besoin de beaucoup d'ordinateurs pour faire fonctionner ce fameux Bitcoin. À votre avis, pourquoi on a besoin? Est-ce que c'est pour bleu, compter très vite l'argent, ou rouge, pour s'assurer que personne ne triche? À vos cartons. Ouais, c'est un peu plus dur là. Hein. C'est plutôt rouge là, j'aurais dit. C'est plutôt rouge. C'est plutôt rouge. Manon, est-ce que tu veux nous donner la solution? Est-ce que tu saurais nous dire? Du coup, c'est plutôt rouge parce que l'idée, c'est que plus on a d'ordinateurs, plus ça va être difficile aux personnes qui vont souhaiter tricher sur les transactions bancaires de tricher. Et donc, c'est plutôt rouge. Alors, on va voir comment on triche quand on est un ordinateur. On va faire une expérience. On est mort de rire, on a bien hâte. On va vous faire une expérience. Est-ce que vous êtes prêts? Quelqu'un a dit non. Alors, l'idée de cette expérience, c'est qu'il va falloir, dans le plus grand silence, vous accorder, vous allez lever vos cartons, et il va falloir, normalement c'est en moins de 20 secondes, c'est ça, hein, il me semble, assez rapidement, que toute la salle ait la même couleur. Mais vous n'avez pas le droit de parler à votre voisin pour vous dire bleu ou rouge. Vous allez devoir lever la carte, regarder éventuellement dans l'écran, regarder autour de vous, et réussir à vous accorder pour que, assez rapidement, tout le monde ait la même couleur. Déjà, avant de commencer, est-ce que vous avez compris? Ok, dans le plus grand silence, personne ne parle, vous levez et vous essayez de vous accorder. Il faut tenter des choses, essayer d'obtenir la même couleur. Vous devez tous avoir exactement la même couleur levée. L'objectif, c'est de vous accorder les uns avec les autres. C'est ça, hein? C'est ça, on y est presque. Je vois encore quelques bleus, parce qu'on a une majorité de rouges. J'essaie de vous aider, hein. Voilà, du coup, les 20 secondes sont passées. François, qu'en pensez-vous? Un petit commentaire. Alors moi, je pense que ça a très bien marché. Félicitations. Donc les rouges ont gagné.
Et en fait, c'est pas tellement le cas de gagner ou pas gagner. Donc, si vous possédez un bitcoin, par exemple, donc un bitcoin aujourd'hui, ça vaut beaucoup, ça vaut 80 000 euros, et vous voulez le donner à votre copain, ben, il faut l'enregistrer en fait dans tous les ordinateurs de la Bitcoin. Et certains peuvent être en fait malhonnêtes et dire bah non, en fait, vous l'avez pas donné à votre copain, vous l'avez donné à votre copine. Et donc là, ce serait rouge le copain, bleu la copine. Mais en fait, comme là, quasiment tout le monde disait rouge, ben, on va dire que c'est votre copain qui a eu la Bitcoin. Donc, ils ont réussi à faire consensus, c'est ce qu'on dit. Donc ils sont arrivés à se faire confiance, à se mettre d'accord. Exactement. Très Vous bien. êtes mis d'accord. Donc en fait là, on a fait un essai où c'était assez facile. Ça avait l'air facile, ouais. Alors être sport hein, pour la prochaine, parce que on va vous montrer, on va essayer d'expérimenter plutôt avant. Un exemple plus compliqué, c'est un exemple justement où on a une condition de triche. Du coup, je me tourne vers Manon. C'est Manon. Manon en premier, pour la première condition de Ah oui, triche. j'avais- Ouais. Donc le but ici maintenant, c'est d'avoir quelques tricheurs dans la salle qui vont essayer de justement empêcher que la transition se fasse correctement et donc empêcher le consensus de couleurs que vous avez essayé de faire juste avant. Et donc le but, c'est que tous les élèves qui sont nés en juillet essayent de faire en sorte De tricher. d'essayer de convaincre les autres de changer de couleur peut-être. En tout cas, d'empêcher un consensus sur les couleurs choisies. Donc on refait comme tout à l'heure, dans le plus grand silence encore. Vous n'avez pas le droit de parler. On va refaire les règles du jeu. Vous n'avez pas le droit de parler entre vous. Il faut que vous arriviez à la même couleur, sauf que tout à l'heure, on avait 0 traître. Et là, maintenant, il va y avoir des traîtres. Ceux qui sont nés en juillet, il faut que vous choisissiez une couleur. Et du coup, personne ne parle. Comme tout à l'heure, On a des doubles tricheurs. on s'accorde que en regardant autour de soi. D'accord. Et il faut que vous essayiez tous d'arriver à la même couleur. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup de tricheurs, parce que ça a l'air de bien prendre forme. Bah, quand même, tu peux. Qu'est-ce qui est en train de se passer là En fait, là, ce qu'on voit, c'est que il y a quand même beaucoup de rouge, parce que j'imagine qu'il n'y a pas tant de personnes que ça qui sont nées en juillet. Mais on a quand même beaucoup plus de bleu que tout à l'heure, parce que du coup, il y a beaucoup plus de tricheurs. Et peut-être ce qu'on peut essayer pour après, c'est d'augmenter cette dose de tricheurs pour voir jusqu'à où on peut le faire et voir à quel moment on n'aura plus de consensus sur la couleur. Donc on va augmenter le nombre de tricheurs, de traîtres. Et donc là maintenant, c'est tous ceux qui sont nés durant un mois pair de l'année. Votre objectif, c'est d'empêcher qu'on arrive à un accord. Donc si vous êtes traître et que vous voyez que tout le monde commence à s'accorder sur une couleur, faut essayer de les faire changer. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, on est parti. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Allez, on voit qu'il y a beaucoup plus de mix que tout à l'heure déjà. Ça galère, hein. Je crois que c'est assez flagrant là ce qui se passe. Ce qui est flagrant pour nous en particulier, c'est que ici, on ne sait pas si la couleur choisie par les gens qui ne trichent pas est bleue ou rouge. Et du coup, ça montre que les tricheurs ont effectivement un impact important sur la décision finale de la couleur. Donc, je trouve ça plutôt réussi comme expérience. Très bien. Vous pouvez vous applaudir, je crois que vous avez bien réussi l'expérience. Bon alors l'expérience c'est bien, mais maintenant revenons un peu dans la réalité de la science. François, là on a parlé de comment mettre des humains d'accord. On a vu que c'était déjà pas facile quand il y a des tricheurs. Comment on fait pour mettre des ordinateurs d'accord ? Alors c'est au moins aussi compliqué avec des ordinateurs, parce que les ordinateurs, ils peuvent pas se voir, ils communiquent que par Internet. Et derrière les ordinateurs, c'est des programmes qui sont écrits par des humains. Et les gens qui trichent, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'ils vont utiliser une astuce auquel on n'a pas pensé pour faire que le Bitcoin que vous avez donné, par exemple, à votre copine Alice, on lui prenne et on le donne à votre copain Bob, ce qui est un problème. Donc vous, on aimerait en savoir un peu plus. Quel est l'inattendu qu'on peut avoir dans un laboratoire qui étudie ce genre de confiance des ordinateurs? Qu'est-ce que ça peut être? Quelqu'un qui se déconnecte et qui revient plus tard dans le réseau? Oui, ou alors une attaque auquel on n'avait pas pensé. Donc, ce qui est toujours un gros problème. Donc, quand on utilise un programme informatique, on espère qu'il va fonctionner correctement. Et parfois, il y a une erreur dedans auquel on n'avait pas pensé. Alors, nous, dans notre travail quotidien, avec Manon,
mais il y a aussi des collègues qui sont là, Emmanuel et Timothée. Avant de programmer un programme, on essaye, pareil, ce qu'on a vu précédemment, de modéliser. Donc nous, on modélise en fait avec des lignes de code, mais c'est du code spécial sur lesquels on peut raisonner de façon mathématique. Et on essaye de prouver des choses. Et l'inattendu, c'est que parfois, on trouve donc on appelle ça des algorithmes, hein. C'est un mot qui vient du Moyen-Âge, d'une des premières personnes qui a fait des algorithmes. Il habitait Bagdad. Et parfois, on trouve des algorithmes très simples qui marchent. Et puis parfois, on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Et l'inattendu, c'est qu'en fait, on découvre qu'en fait, c'est un problème qui n'a pas de solution. Donc ça nous arrive aussi. Donc on ne peut pas tout résoudre avec la science. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et François, vous parlez de blockchain, mais c'est pas que pour les crypto-monnaies, c'est ça ? Non, la blockchain peut servir à énormément de choses. Et il y a des collègues, par exemple, qui regardent comment on peut utiliser la blockchain, par exemple, pour des problèmes d'identité. Donc je pense que vous êtes tous mineurs. Quand vous aurez 18 ans, vous aurez le droit d'aller, par exemple, consommer de la bière dans un café. Mais quand vous voulez acheter de la bière, on peut vous demander votre carte d'identité. Et en fait, la personne qui vous demande votre carte d'identité, elle a juste besoin de savoir si vous avez plus de 18 ans. Alors que là, quand vous lui montrez votre carte d'identité, elle va connaître votre nom, votre prénom, votre date de naissance, éventuellement votre adresse. Et donc, il y a des techniques informatiques à base de blockchain qui permettent d'éviter de révéler autant d'informations pour protéger la vie privée des gens. Et justement, alors on va faire un petit sondage pour protéger ces données d'identité. Pourquoi c'est important, à votre avis ? Est-ce que c'est plutôt pour éviter les fraudes, en bleu, ou pour protéger vos droits de citoyen, en rouge ? C'est assez... Petit mix de 50%. 50-50, ouais. Ouais. Alors, on est sur du 50-50. Manon ? Les deux, hein. Totalement les deux, en fait. Et voilà. Ah, mais vous étiez 50-50, hein, donc vous voyez ? Vous avez vu bon ? Donc c'est éviter les fraudes et protéger ses droits de citoyen. Comment on peut protéger ses droits de citoyen, François ? Alors, ça peut servir parce que donc les États modernes ont besoin d'avoir des informations sur les citoyens, ne serait-ce que pour collecter des impôts ou payer leur retraite aux gens. Mais le problème, c'est que si demain, vous avez un gouvernement qui n'est plus démocratique et qui décide de discriminer certaines personnes, qui décide par exemple que tous les roux doivent payer 10 fois plus d'impôts. Improbable. J'ai une fille qui est rousse. Et la discrimination des roux a existé au Moyen-Âge, hein, il faut le savoir. Le problème, c'est que s'il n'y a aucun mécanisme de protection, les citoyens se retrouvent très démunis par rapport à cet État qui est devenu non démocratique. Donc ça peut aussi affecter le vote électronique ? Ça. Oui, tout à fait. Donc en France, pour ceux qui ont déjà eu la chance d'aller dans un bureau de vote, le vote se fait de façon purement physique. Et ça va même plus loin, les urnes sont en plastique transparent pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça a une raison très importante, c'est que tout citoyen peut aller regarder ce qui se passe dans l'urne. Alors que quand on commence à passer au vote électronique... On ne peut plus voir. C'est beaucoup plus compliqué et surtout, c'est uniquement les informaticiens, donc Manon, moi, Emmanuel, Timothée, qui peuvent vérifier que ça marche bien. Et donc, à ce moment-là, il faut que vous nous fassiez confiance et peut-être qu'il ne faut pas nous faire confiance. Et donc, utiliser ça pour un vote électronique, à votre avis, est-ce que c'est pour assurer une rapidité de vote ou plutôt la sécurité du système ? Là, on vérifie si vous avez bien suivi. Vous êtes une majorité de rouge, effectivement. C'est pour la sécurité du système, bien sûr. Donc il faut créer un système rapide, mais qui soit sécurisé. C'est important quand on parle de la liberté des citoyens. Oui, sécurisé, et surtout pour que les citoyens puissent vérifier que les règles ont été respectées. Alors il se trouve que nous, les programmes ou les algorithmes sur lesquels on travaille, justement, essayent d'être le plus transparent possible pour vérifier que les règles ont bien été respectées, malgré les tricheurs potentiels qu'il peut y avoir dans la salle ou dans le système.
Donc François, Manon, si je comprends bien, derrière quand même ce petit jeu, cette petite expérience, les algorithmes et les mathématiques, tout ça, il y a plus qu'une question de ligne de code en fait, ce que nous disait. C'est vraiment une véritable question de société. Eh bien écoutez, merci beaucoup en tout cas, merci François, merci Manon pour votre intervention. Et on peut tous se mettre d'accord sur une chose. Waouh! C'est que vos recherches, elles sont très précieuses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de l'exploration pour l'inattendu dans la recherche scientifique. On va peut-être faire un dernier petit jeu avec vous pour vous sonder une dernière fois. Et oui, là, on va vous demander, en fait, pendant cette émission, qu'est-ce qui vous a le plus surpris aujourd'hui? Est-ce que c'est de voir les découvertes qu'on ne cherchait pas ou de voir la détermination des scientifiques qui continuent, malgré les échecs, et qui continuent et recommencent leurs expériences? Ok. Ça part sur un petit 50-50. Ouais, ça part sur un bon 50-50. Mais en tout cas, nous, on s'est régalés. On espère que vous aussi. On a vu des exemples fascinants, hein, des molécules qui changent de couleur, des systèmes informatiques qui permettent de optimiser l'énergie, des systèmes de vote, et j'en passe. Tout ça pour mieux nous aider à comprendre le monde dans lequel on vit et mieux construire justement ces fameux modèles, ces représentations de la réalité. Modèles dont on a parlé beaucoup aujourd'hui. La recherche scientifique, ça nous montre que les découvertes les plus importantes, parfois, ne sont pas celles qu'on attendait. C'est parfois des découvertes qui sont faites au fruit du hasard, mais elles sont le fruit d'une méthode rigoureuse, d'outils précis et de collaboration entre chercheurs, comme on a vu beaucoup aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de chercheurs et chercheuses, on va les réinviter à nous rejoindre ici. On peut les applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés dans cette petite aventure et dans cette émission. Merci à toutes les équipes de l'Université de Rennes, les laboratoires et leur personnel, le président de l'université David Alice, sa vice-présidente en charge de la culture et des relations sciences et sociétés Laurence Fontaine, le service culturel et sa directrice Manon Rivière pour leur formidable accueil, l'appui technique au diapason et le lien avec les collègues. On va aussi remercier la direction de la communication. On va aussi remercier en particulier Julien Lebonheur à la coécriture de cette émission, en association aussi avec Vincent Melsion des films de l'autre côté, à la réalisation des petits clips vidéo que vous avez vus, l'Académie de Rennes, les enseignants du collège qui ont participé à cette émission, et bien sûr l'Agence nationale de la recherche. Et j'aimerais qu'on fasse, s'il vous plaît, cher public, un tonnerre d'applaudissements à toute l'équipe technique qui assure que l'émission se passe bien. Et pour finir en beauté, vous pouvez vous remercier, cher public, d'avoir participé à cette émission. La prochaine fois que vous entendrez parler de découvertes scientifiques, rappelez-vous que derrière chaque avancée, il y a peut-être une belle sortie, une belle surprise de découverte qui vous attend. Merci beaucoup et à très bientôt.